Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bild seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Morad El Attab. Bonjour monsieur. Bonjour. Morad El Attab, vous êtes conseiller expert en investissement stratégique et vous rééditez cet ouvrage chez Perspectives Libres, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, que nos téléspectateurs pourront trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors, Morad El Attab, pourquoi vous faites ce parallèle entre ces deux chefs d'État, Poutine et De Gaulle ? Juste avant de répondre à votre question, je tenais à vous remercier infiniment, TV Liberté, pour cette invitation. Pour le coup, vous respectez notre Constitution dans le cadre de l'esprit du contradictoire, puisque cet ouvrage, effectivement, fait beaucoup de bruit en ce moment. Et il a été envoyé à énormément de journalistes. Et pour l'instant, les demandes d'interview se font rares, donc je tenais vraiment à vous remercier. Pour répondre à votre question, j'explique deux choses à travers cet ouvrage, effectivement, c'est les causes et les conséquences. Concernant ces deux chefs d'État, d'abord d'un côté les causes, donc on a sous l'angle d'une restauration de l'État, d'une lutte contre les abus et une volonté de rétablir une certaine concorde des nations. Et ça on le trouve des deux côtés, chez De Gaulle en 1958 et Vladimir Poutine dès sa prise de pouvoir en 1999. Et de l'autre vous avez les conséquences, puisqu'effectivement concernant les deux personnes, vous avez eu un ciblage progressif tant contre De Gaulle sur la période 58-69. On sait aujourd'hui, j'explicite, que c'est la CIA qui avait organisé cette révolution déjà colorée à l'époque. En 68. Bravo. Et contre Vladimir Poutine, effectivement, durant pratiquement toute la période de sa prise de pouvoir, de 1999 à 2022. Et on voit que ce ciblage, et c'est la particularité, l'angle sur lequel je veux amener les lecteurs, provient principalement de la finance internationaliste. Parce que la finance internationaliste, dont on parle très peu aujourd'hui dans les débats, est toujours désireuse de vampiriser les États quand ces États empêchent justement cette finance de vampiriser les peuples. Et on parle de l'hégémonie du dollar ? De l'hégémonie du dollar, certes, mais aussi de la finance internationale qui consiste à avoir la main mise sur les services publics d'un État. La conséquence, c'est en termes de subversion. Et on voit que cette subversion, elle cible les dirigeants qui sont à la tête de ces États. On a un bel exemple aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une analogie historique à valeur de conclusion, parce que lorsque vous avez un homme de caractère et un dirigeant compétent qui arrive à la tête de l'État, cet État, s'il n'est pas soumis à l'internationalisme financier, qui est devenu ce qu'on appelle le mondialisme actuel, ça c'est les propos de Biden, j'ai même envie de dire, ils subissent ce que les Américains appellent des changements de régime, c'est-à-dire on a une série de manipulations, d'intrigues politiques, de mensonges, de déstabilisation qui aboutissent à l'éviction du chef d'État. C'est ce qui est arrivé au général de Gaulle en mai 68, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et au Vladimir Poutine, vous avez eu des déstabilisations qui ont eu lieu avec le tragique accident du Koursk ou les déstabilisations concernant l'Ukraine dès 2004. Et vous rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage, Morad El Attab, que ces deux chefs d'État ont aussi pour point commun de s'être opposés au monde unipolaire voulu par les États-Unis et qu'ils sont aussi tous les deux, ils ont été aussi tous les deux pour une réforme du système monétaire international. Ce qui est le cas actuellement avec Vladimir Poutine. Il a totalement dédollarisé son économie. Complètement, avec l'aide effectivement de la Chine, même si la Chine, rappelons-le, dépend économiquement aussi des États-Unis, dans le sens où la Chine vend pour 800 milliards de dollars par an de produits de consommation, on va dire, aux États-Unis. Mais il y a une erreur que n'a pas commise Poutine, je pense que c'est l'expérience qui le veut, contrairement à De Gaulle, c'est que Poutine s'est tout de suite appuyé sur les Sivoliki, c'est-à-dire les services secrets, alors que De Gaulle, il les avait gravement divisés. Et pas seulement, comme certains pensent, durant la guerre d'Algérie, mais dès 1944, il n'a pas su unifier correctement la France.
Et on voit qu'il y a eu un clivage en 58-62. Je crois qu'il faut lire pour le comprendre des personnages clés que je rappelle dans le livre. Je pense à Roger Vibeau. Roger Vibeau, c'est le fondateur de la DST, un des plus grands hommes du renseignement français au XXe siècle. Je pense qu'il faut relire, et j'en parle dans l'ouvrage, les ouvrages, les mémoires de Roger Trinquier, qui était le plus grand spécialiste de la contre-insurrection en France, et aussi les ouvrages de Pierre Fontaine, qui est pour le coup le grand spécialiste du pétrole à l'époque coloniale, qui raconte très bien les luttes d'influence et les déstabilisations anglo-américaines dès l'époque contre la France. Il faut savoir, et on en parlera plus tard dans l'émission, j'imagine, que c'est cette déstabilisation anglo-américaine qui, dès l'époque, amène l'avènement des djihadistes pour contrer les intérêts français sur le plan des matières premières. Pourquoi vous dites que la Russie est redevenue l'état pivot dans l'ordre du monde ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une référence au géographe anglais, je pense que vous avez lu comme moi, Alfred Mackinder, qui a été à l'origine sur qui s'est basé Brzezinski, qui avait théorisé la lecture géographique du monde du point de vue des intérêts de l'Empire britannique, qui sont principalement des intérêts maritimes. On le voit aujourd'hui avec les États-Unis, qui s'intéressent principalement à l'Indo-Pacifique, contre la Chine, puisque le détroit de Taïwan, c'est 50% du commerce mondial. Et Taïwan elle-même, pour 70%, nous fournit en semi-conducteurs. Ce qui est assez ironique, c'est que c'est majoritairement avec des machines allemandes. Comme quoi on pourrait délocaliser ça en Europe, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait. Mais tout ça pour dire qu'il y a la nécessité pour les Britanniques, à travers cette théorisation, d'empêcher toute union et tout renforcement du continent eurasiatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le pivot mondial, c'est le continent eurasiatique qui serait devenu inexpuable de leur point de vue. Donc c'est une vieille constante britannique et aussi américaine qui a conduit l'Angleterre à s'allier historiquement avec la Prusse, notamment à nourrir tout type de déstabilisation contre les puissances européennes dominantes. Donc il s'agit de la France, de l'Allemagne, de la Russie. 1789 en était la conséquence en France, je rappelle dans l'ouvrage, contrairement à ce qui est raconté aujourd'hui à l'école. Et 1917 également, la Première Guerre mondiale, ce qui va découler sur la révolution bolchevique en Russie et la fin du régime tsariste. Et on peut parler déjà à l'époque de subversion internationaliste comme à la base du projet mondialiste. Et tout ça, je sais que c'est des propos aujourd'hui qui vous vaut d'être taxés de complotistes, souvent par des gens qui sont des comploteurs. Mais c'est pas abusif parce qu'il suffit juste d'avoir une véritable lecture de l'histoire. Les faits sont avérés. Je cite des spécialistes de la question dès l'époque et on a des constantes de l'histoire. Et la géopolitique reprend toujours le dessus parce que il y a une dialectique entre la subversion et les réactions des peuples. Donc ce sont les pays qui subissent le plus la subversion, qui survivent. Ça a été le cas de la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, j'espère de demain la France. Alors vous dites que cette guerre à laquelle on assiste entre la Russie et l'Ukraine était inévitable et surtout nécessaire. Alors qu'est-ce que cela apportera, cette guerre ? Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Je crois que je vous cite. Hein. Ouais, non, mais, inévitable et surtout nécessaire. Alors, je vous remercie de m'avoir Je cite l'auteur. Non, elle était de toute façon inévitable, mais c'est un mélange d'activisme de l'OTAN et de la subversion internationaliste délibérée qui l'a rendu effectivement, et vous avez raison, inévitable. C'est là où j'en viens. C'est-à-dire que c'est nécessaire parce qu'il est encore difficile pour le grand public de le comprendre parce que, par définition, certaines causes occultent des guerres qui ne proviennent jamais en temps réel. D'ailleurs, tout le monde a été surpris en 91 de la chute du régime communiste. Personne ne s'y attendait. Bon. Mais il n'y a pas d'épreuve parfaite quand vous travaillez sur ces sujets-là. Il y a des faisceaux d'indices. Et en l'occurrence, des signaux faibles, ou comme on dirait en droit, des commencements de preuves. Or, il y a un élément d'arrière-plan nécessaire, c'est qu'on connaît aujourd'hui la façon dont l'OTAN a créé des révolutions colorées, puis des changements de régime partout dans le monde. Alors, ça fut le cas notamment en Europe de l'Est, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, et notamment en Ukraine. Vous savez comme moi, en 2004, avec la fameuse révolution orange, puis 2014 avec l'Euromaïdan, hein, ça a recommencé à l'époque. Et le but stratégique de l'OTAN, c'est écrit noir sur blanc. Donc vous voyez, c'est pas du complotisme, c'est écrit noir sur blanc dans le livre Le Grand Échiquier de Brzezinski,
qui d'ailleurs, TV Liberté, par vos invités, rappelle souvent cet ouvrage. Donc Brzezinski, qui était le conseiller de Jimmy Carter, du président américain. De plusieurs présidents américains. Et il s'agit vraiment de diviser durablement l'Europe pour les Américains. Empêcher la Russie de s'unir avec l'Europe pour créer un continuum géostratégique. Bravo, c'est exactement ça. Empêcher toute coopération de l'Europe avec la Russie. Et ça fait 2 siècles que ça dure en réalité. Parce que quant aux causes de cette guerre, vous voyez comme moi qu'il y a beaucoup d'analogies historiques qui ont conduit à ces manipulations honteuses. Je pense à l'affaire du vol MH17, par exemple. Et jusqu'à présent, la Russie avait contrôlé l'Est du pays. Et la Russie n'avait aucun intérêt à enclencher la guerre. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, une preuve importante qui valide mon propos, c'est tout récemment un article dans la presse berlinoise qui fait état que c'est effectivement Zelensky qui, dès le départ, voulait enclencher cette guerre. Alors, on sait que les Américains, dès la chute de l'URSS, ont essayé d'avoir un certain contrôle sur cette nouvelle Russie. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Qu'est-ce que vous parlez de la politique que le FMI a eue sur la Russie ? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Il s'est passé qu'à cette époque-là, en 92 exactement, le FMI avait volontairement fait augmenter les prix de pratiquement 9000%. Et effectivement, ça avait fait baisser le niveau de vie de 84%. Donc on avait une véritable tentative de déstabilisation des États-Unis en Russie. Et ce n'est pas uniquement les États-Unis, je tiens à le rappeler, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que de façon en tant que telle, on peut vraiment parler de la finance internationaliste. Et je vous remercie de m'inviter parce que c'est le cœur du débat. La finance internationaliste, c'est la subversion. C'est un terme qu'on emploie rarement aujourd'hui, mais le peuple américain et les peuples en général n'ont rien à voir avec avec tout les ça. agissements de la finance. Oui. Bien sûr. Et on peut parler du détournement des États-Unis par Wall Street, ça serait beaucoup plus pertinent. On peut parler du détournement du Royaume-Uni par la City. En vérité, pour le Royaume-Uni, il s'agit d'une alliance progressive depuis la Renaissance entre la couronne britannique et le cœur financier qui est devenu l'embryon de cette finance internationaliste. D'ailleurs, petite parenthèse, je parle dans mon ouvrage d'un homme fascinant qui s'appelle William Cobbett, qui parlait du système de la Banque d'Angleterre. Pour rappel, elle a été créée en 1694 et elle a été conçue dès l'origine pour générer ce qu'ils appellent de la famine au sein de l'abondance. Et regardez le discours d'aujourd'hui, vous avez un président de la République, Emmanuel Macron, qui renvoie pratiquement cette terminologie. Donc, clairement, ce sont des termes propres aux mondialistes. Et tenir des propos lorsqu'on a la tête de la 5e puissance du monde, où on ajoute de la famine au sein de l'abondance, c'est vraiment pour le coup être au service de la finance internationaliste qui consiste au final de la guerre de tous contre tous. Alors vous évoquez aussi dans votre ouvrage Morad El-Attab comment cette finance internationaliste a également mis le pied en Ukraine avec le développement d'armes bactériologiques, de traite d'êtres humains. Comment cela a été rendu possible ? Alors, bravo, parce que effectivement, ça concerne pas seulement des armes bactériologiques, mais aussi des armes biologiques. Et on avait parlé précédemment concernant les causes de cette guerre en Ukraine. J'ajoute effectivement que l'OTAN a fait sous-traiter ces programmes d'armes biologiques en Ukraine, justement pour contourner les conventions internationales en la matière. Et ce qui est quand même assez ironique, c'est que quand les Russes l'ont évoqué tout au début, on a traité au mensonge. Et aujourd'hui, ça a même été reconnu par l'ambassade des États-Unis. Il n'y a plus que quelques journalistes français pour ne pas l'admettre. C'est leur droit, mais ils ne pourront pas tromper l'opinion française et européenne pendant très longtemps. Mais effectivement, il y a deux sujets moins connus dans cette histoire. Il y a aussi la traite des Blanches. Alors moi, on ne peut pas me traiter de raciste, donc je peux le dire. Et je parle de cette réalité. L'Ukraine, c'est une plateforme tournante internationale du trafic humain, 10% du trafic mondial. Ça a été évoqué, je crois, même dans un reportage, un documentaire d'Arte en 2019. Et le trafic des Blanches, j'insiste, le trafic des Blanches,
c'est le véritable trafic d'êtres humains dans les pays de l'Est, notamment l'Ukraine. Et c'est quelque chose qui est connu des initiés, mais bien moins connu du grand public. J'en parle effectivement dans l'ouvrage. On en parlait il y a de ça quelques années, dans les années 2000, mais c'était principalement, à l'époque, rappelez-vous, pour évoquer les réseaux de prostitution. Et je me pose encore une question aujourd'hui, comment on laisse impunément ces réseaux agir ? Comment, en France, on sait que ces réseaux existent, comment ça se fait qu'ils puissent toujours agir ? Et c'est quand même incroyable que c'est complètement exclu du débat. Après, dans le même sujet, nous avons aussi des intrigues financières. Et le fait que l'Ukraine est devenue une plateforme, là encore, c'est un sujet connu à nouveau des initiés, j'en parle volontairement dans l'ouvrage. Et je connais personnellement des personnes qui travaillaient ou ont travaillé dans certains domaines de la finance et qui ont remarqué depuis des années qu'il y avait des plateformes financières qui avaient été remplacées par d'autres. Je pense par exemple à la Suisse qui a été durement ciblée dans les années 90 afin de faire migrer l'argent sale vers d'autres canaux, notamment les paradis fiscaux anglo-américains. Et l'Ukraine était devenue cette nouvelle plateforme pour les manipulations financières. Donc montage louche, évasion fiscale, blanchiment d'argent, corruption. Et au sujet de la corruption, il y a d'ailleurs une collection américaine qui a éclaboussé le président Biden et son fils Hunter, qu'on essaye de camoufler aujourd'hui. Mais il se passe des choses. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que vous posez la question, concernant cette sorte d'alliance internationaliste qui se forme en réaction à la subversion internationaliste, je m'explique. D'un côté, vous avez la subversion internationaliste qui agit tant aux États-Unis qu'en Russie ou en Ukraine, et de l'autre, vous avez une alliance des siloviki, des agents des services secrets, qui se dessine entre les patriotes russes et américains. Et ça, c'est très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est le retour de Donald Trump, qui s'opère justement grâce à ces personnes. Alors, ces mafias installées en Ukraine et d'ailleurs dans beaucoup de pays de l'ouest de l'Europe ont une idéologie, vous la décrivez un peu dans votre ouvrage, elle est vieille d'environ 5 siècles, oui. On en parle souvent sur TV Liberté, c'est le mondialisme. Comment vous définiriez cette idéologie ? Alors, d'abord, moi je vous invite à lire un livre qui est passionnant, qui s'appelle Mac Mafia, au cœur de la criminalité internationale, de Misha Glenny, qui explique que tout l'ancien monde communiste, que les mafias ont remplacé les États. Et c'est hyper important de le comprendre parce que les États qui ont artificiellement créé après la chute du mur, on va dire, a été en Russie grandement restreinte par l'action de Primakov puis par Poutine dès sa prise de pouvoir. Mais en Ukraine, ce coup d'arrêt n'a pas eu lieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Zelensky, quand il arrive au pouvoir, d'ailleurs une enquête aux Pays-Bas dans ce sens, par un groupe politique, a pu, dès son arrivée au pouvoir, se retrouver avec 850 millions de dollars dans un paradis fiscal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de la maison à 12 millions de dollars qu'il a acheté à ses parents en Israël, et de la maison en Grèce qu'il loue à 50 000 dollars par mois, un couple de Russes. D'ailleurs, c'est assez comique, comme quoi l'argent n'a pas d'odeur. Mais pour revenir à votre réponse sur le mondialisme, vous avez une alliance historique, effectivement, depuis plus de 5 siècles, entre les mafias d'un côté et la finance internationale. Et la finance internationale, je vais dire, entre les deux, il y a une synergie, parce qu'elles se créent les deux, elles s'alimentent en même temps. Et en France, en tout cas, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs vous l'entendez nulle part, personne n'agit contre ça. Et personne n'a à définir la question du mondialisme. Effectivement, je porte la question dans l'ouvrage pour une raison très simple. Quand les États tentent de lutter, le fait qu'il existe une synchronisation entre les États, d'ailleurs qui n'aboutit toujours pas à ce jour, les mafias sont alliées à un autre sujet d'importance. Et c'est là où je vais répondre à votre question. Les mafias ont un support important que sont ce qu'on appelle les troupes irrégulières et les mercenaires. Et qui sont plus ou moins mafieuses et qui servent à détruire les États. Ne croyez pas qu'elle n'existe pas en France. Et effectivement, tout ça, c'est vieux de plus de 500 ans, parce qu'à l'époque de la Renaissance, on parlait déjà des gueux de la mer. Et des troupes irrégulières qui menèrent la vie dure à l'Espagne, qui aboutirent d'ailleurs, ça va vous faire rire, dès l'époque, à la création et à l'indépendance des Pays-Bas et la sécurisation du Royaume-Uni, qui furent
donc dès la Renaissance, deux bastions, devinez de quoi? De la finance internationaliste en Europe du Nord. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les djihadistes actuels. Les djihadistes sont une création de la mafia et de la finance internationaliste. C'est un sujet qui n'est jamais abordé. Et pourquoi? Parce que dans les deux cas, vous avez des troupes irrégulières qui servent à déstabiliser des États. Bravo, voire à les détruire. Et tous les États qui gênent l'internationalisme financier, ça peut être le cas de la Libye, on voit le cas de la Syrie, et le mondialisme, c'est ça. C'est l'internationalisme financier que l'on retrouve dans les mémoires de David Rockefeller. Vous voyez, je ne suis pas complotiste. Je cite David Rockefeller. David Rockefeller, il parle des internationalistes comme lui, qui veulent un monde plus unifié. En vrai, ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement mondial. Ils ne veulent plus d'État, un peu à la manière de M. Schwab avec son grand reset. C'est public, hein, c'est écrit. Bien sûr. D'ailleurs, dans le dernier discours d'Emmanuel Macron, il emprunte carrément... La grande bascule, le grand bouleversement. Bravo, mais c'est fascinant. C'est incroyable. Pour tous ceux qui ont eu à lire son bouquin, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer là, par la suite, on le voit, la destruction de pans entiers de notre industrie, de métiers de bouche comme la restauration, de nos artisans, du monde de la culture. Et on y va et on voit qu'à côté de ça, ils idolâtrent et mettent en avant le sociétal, comme ont fait les 68 arts, c'est-à-dire le wokisme, cette horreur, les revendications transgenres de tout ordre. La dernière déclaration du ministre de l'Éducation nationale qui dit on va mettre le paquet sur l'éducation sexuelle, mais ils sont complètement, je veux dire, omnibulés par ça, alors que c'est d'ailleurs tout le but de l'ouvrage, de sous-tendre à la réalité de ce qui se passe, expliquer ce mondialisme que David Rockefeller n'a pas caché dans ses mémoires. Alors, à côté de ces mafias utilisées par la finance internationaliste pour détruire les nations, vous parlez aussi des banques centrales et de leur création monétaire. On sait que les banques centrales impriment des billets et introduisent des liquidités dans les économies et que cette création monétaire, selon vous, est à la base de toutes les guerres et toutes les crises du capitalisme moderne. Ouais. Comment cette injection de liquidité peut-elle créer des guerres? Alors, vous savez que je suis l'auteur français qui a écrit le plus grand nombre de livres sur la crise financière de 2008 à 2013. À l'époque, Frédéric Tadei, que je salue, avait la gentillesse de m'inviter à son émission Ce soir ou jamais. Alors, je vais vous répondre très simplement. Parce que depuis la création de la Banque d'Angleterre, le principe, il est très simple. Et que vous empruntez 10 et vous en devez toujours 11. Les banques créent de l'argent à partir de rien. Mais elles exigent des intérêts. Et on sait tous qu'à partir de 4% d'intérêt, à partir après, c'est une question de temps, les banques finissent par tout posséder. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme si vous et moi, on joue au Monopoly. Et moi, j'ai une imprimante pour imprimer les billets. Tôt ou tard, je vais finir par vous plumer. Donc, c'est d'ailleurs JP Morgan qui est l'iconographie de Monopoly, au centre, le petit personnage, c'est JP Morgan. Bravo. mais ce n'est pas pour rien. Vous savez, il y a les meilleurs esprits même qui ont travaillé sur cette question, et c'est vrai que j'ai la chance de suivre TV Liberté. Vous invitez des auteurs qui explicitent dans ce sens le mondialisme et les créations monétaires. Moi, je vous invite à lire un ouvrage parce que toutes les crises du capitalisme moderne sont artificielles. Toutes. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui l'explicite très bien, c'est un ouvrage qui s'appelle Tragedy on Hope de Coral Quigley qui l'énonce dans... Carol Quigley. Bravo. Ouais. Dans Tragedy on Hope et qui justement explique que les initiés français ou du monde entier, on arrive tous à la même conclusion. C'est-à-dire que les conséquences d'une prédation financière internationaliste qui sévit partout et puis auquel tous les peuples finissent malheureusement par se soumettre parce qu'ils ont des dirigeants faibles. Comment ça se fait, en fait, dites-moi comment ça se fait que dans les universités françaises, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. C'est quand même incroyable que la finance internationaliste... Moi, j'ai regardé volontairement avant de venir à votre émission ce qui s'est fait au niveau des thèses, au niveau de nos grands penseurs. Il n'y a pratiquement rien. Je veux dire, si on avait 50 thèses par an pour nous expliquer les causes et les conséquences de l'internationalisme financier, en France, ce serait un vrai sujet. On en parlerait de manière tout à fait...
normal et on aurait à se protéger de ce qui se passe. C'est très surprenant que personne ne se risque à en parler. D'ailleurs, même lors de la dernière élection présidentielle, je vous invite à chercher qui en parle. Tous ceux qui ont eu à évoquer la question de l'internationalisme financier, ils ont été vilipendés, évincés du système de cooptation pour être candidats. Je voudrais qu'on termine, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien, Morad El-Attab. Une sous-partie de votre ouvrage, ce sera ma dernière question, s'intitule « Retrouver et fusionner les expériences anti-subversives de l'histoire ». C'est quoi ces expériences? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Vous savez, il faut faire l'analogie entre 1789 et 1917. Entre les deux révolutions bolcheviques et françaises. Bravo. Dans les deux cas, vous avez un changement de régime. Dans les deux cas. On quitte la monarchie absolue avec un roi de droit divin. C'est une façon de subvertir un État trop puissant contre l'Empire britannique. La France, et ça j'aime le rappeler, je l'ai chevillé au corps, c'est une grande puissance et elle a à le redevenir si elle comprend son histoire et si on mesure la réalité des enjeux. Mais la France de l'Ancien Régime, puis la France napoléonienne, c'était la nuit de l'Angleterre. C'est pas tout à fait documenté, mais on sait qu'aujourd'hui, l'Angleterre, la perfide Albion, a eu une grande influence dans la Révolution française, dans la chute de la monarchie. Pas la seule, mais ça a été la plus pesante. L'introduction des idées libérales en France. Tout à fait. Et vous avez l'expertise aujourd'hui des patriotes américains, mais aussi de Britanniques, contre la subversion internationaliste. Comme Burke. Bravo, qui avait été promu dès 1917. Moi, je vois Vous n'êtes pas mon professeur, monsieur. Non, mais ce qui est quand même assez incroyable, moi, je cite deux personnages hauts en couleur que j'aime à citer. C'est Xavier de Hautecloque, qui était un agent du renseignement français. C'est la famille du général Leclerc. Bravo, il était exactement le cousin du maréchal Leclerc. Et j'aime bien, on s'entend, hein, avait dénoncé, lui, dès 1930, dans un livre fascinant, qui s'appelle « Le turban vert », la façon dont les Britanniques avaient déjà formé des troupes djihadistes qu'ils avaient dressées à l'activisme anti-français pour les envoyer contre l'Empire français, c'est-à-dire en Syrie, en Libye, dans le Maghreb par la suite. Donc, ce n'est pas des accidents de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, d'abord, les Français de confession musulmane doivent faire un travail d'alliance avec nos frères chrétiens et non chrétiens, mais avec nos frères de France, sur des sujets vitaux pour préserver notre identité patriotique, en l'occurrence. Et moi, c'est pour ça que je me suis toujours associé de manière christique à... Vous êtes très attaché à la figure du Christ, Morad El-Attab. Énormément, et à la figure de Marie, l'Immaculée Conception. Je crois que vous êtes bien renseigné. Mais il faut vraiment, pour le coup, ne pas tomber dans le piège de la subversion qu'on est en l'occurrence, j'ai évoqué tout à l'heure le wokisme et toutes ces saloperies, et nous attacher à retrouver cette fierté d'être français, parce que mon Dieu, que la France est belle, et je trouve quand même délirant la façon dont le président actuel complote ouvertement contre les intérêts stratégiques français. Il y a tout un chapitre sur l'affaire Alstom, sur l'affaire McKinsey, le Rothschild-Gate. Et je crois qu'il n'y a que les oppositions contrôlées qui s'abstiennent de remarquer le problème. Donc, vive la France, et je suis fier d'être français. Et merci à TV Liberté, ça a vraiment touché votre invitation. Morad El-Attab, votre ouvrage, le voici, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, édition revue et augmentée, c'est chez Perspective Libre et bien sûr sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur. Merci à vous.